Bien, le dernier exposé de l'après-midi va être donné par Gérard Bataille. Alors Gérard Bataille est professeur en retraite de l'ENST Paris, qui s'appelle aujourd'hui Télécom Paris Tech. Il y a été professeur entre 1973 et 1997, après en avoir été diplômé en 1956. En 1951, il avait alors 19 ans, il a eu le plaisir d'écouter à la Sorbonne Louis de Broglie, qui proposait une conférence ou une série de conférences sur la théorie de l'information, ce qui a décidé de sa vocation. Et je crois qu'on peut dire, même s'il n'en est plus sûr, que Gérard a été le premier enseignant en France à proposer un cours régulier sur la théorie de l'information. Donc à l'ENST, il est très probable que ce soit le cas. Donc depuis son départ à la retraite, il s'intéresse à la compréhension de la vie à la lumière de la théorie de l'information. Son premier article sur le sujet a paru en 1997. Et il est l'auteur de l'ouvrage Information and Life, qui a été publié par Springer en 2014. Parfaitement. Et donc, c'est le lien entre, comme je l'annonçais en début d'après-midi, entre théorie de l'information et génétique, entre autres, mais biologie au sens le plus large, que Gérard va nous présenter. Merci, Claude. Bien. Alors, un point, c'est que je suis en retraite et à ce titre-là, j'ai des moyens informatiques un peu limités. Alors, mon exposé ne sera pas drôle du tout. Il n'y aura pas de jolis dessins, il n'y aura pas de photos, il n'y aura rien. Il y aura un peu de texte et puis quelques figures extrêmement schématiques. Bon, alors, je m'expliquerai un petit peu plus loin sur mon titre, mais je voudrais d'abord indiquer le plan de mon exposé. La première partie, je m'intéresserai à Shannon, étudiant au MIT. C'est un aspect de la vie de Shannon qui est relativement méconnu et il se trouve qu'il est en résonance avec ma propre activité post-retraite. Ensuite, Shannon au Bell Labs est prof au MIT. Bon, là, je crois que Olivier Rioul en a beaucoup parlé et je lui en suis très reconnaissant, ça me permettra d'aller beaucoup plus vite. Et bon, l'aperçu de la théorie de l'information que je vais donner, c'est, disons, la théorie de l'information réduite au minimum, telle qu'elle pourrait raisonnablement être appliquée, disons, par des biologistes. Et puis, la partie qui me tient le plus à cœur, évidemment, c'est l'information pour refonder la biologie. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi, et puis tout ce qui reste à faire dans ce domaine. Bien. Alors, donc Shannon est fondateur de la théorie de l'information, mais c'est aussi un personnage complexe. Et je ne prétends pas du tout en parler en historien, mais d'une façon tout à fait subjective. Je crois que l'application de la théorie de l'information à des sciences de la nature est possible et même souhaitable. Je crois d'ailleurs que c'était aussi l'opinion personnelle de Shannon, mais sous condition, enfin comme il l'a, je crois, très bien expliqué dans son éditorial The Bandwagon. Et donc je vais essayer de développer ça. Et je vais m'intéresser quand même à la raison pour laquelle la théorie de l'information, qui a eu un succès extraordinaire dans le domaine technique au sens très large, finalement a eu quand même aussi peu d'influence sur les sciences de la nature. Bien, alors je passe donc la première partie, donc c'est Shannon, étudiant au MIT. Alors avant son fameux article de 1948, eh bien, Shannon a écrit 2 textes importants, dont un au moins est très peu connu. Le premier, c'est le Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits, qui a été publié en 1938. C'était son mémoire
de Master. Et ce texte a eu un très grand succès, il a été publié, il a même valu à son auteur un prix Nobel, qui n'est pas tout à fait le prix Nobel, l'Alfred D. Nobel Prize, qui récompense en Amérique un jeune ingénieur. Et puis, ce thèse de PhD, qui a, de façon un petit peu surprenante, pour sujet l'analyse mathématique de la génétique des populations. Alors, on ne voit pas très bien ce que ça fait dans la carrière de Shannon, et c'est ce que je vais essayer de dégager. Alors, il se trouve que ces deux textes de Shannon étudiant ont eu un sort extrêmement différent. Je vous ai dit que son mémoire sur les circuits de relais et de commutateurs a eu un succès extraordinaire, alors que sa thèse, eh bien, a été complètement oubliée. Alors, il y a à ça des tas de raisons, surtout d'ailleurs événementielles, c'est-à-dire l'entrée en guerre des États-Unis en 1941, qui a beaucoup influencé le déroulement de la carrière de Shannon. Sa thèse de PhD est passée inaperçue des généticiens que ça aurait dû pourtant intéresser. Et je fais remarquer qu'on retrouve une dissymétrie considérable, mais similaire, dans l'influence qu'a eu Shannon, puisqu'il a eu une influence immense dans le domaine technique, et puis finalement quand même assez peu dans le domaine de la biologie. Alors pourquoi Shannon a-t-il fait une thèse sur la génétique? Eh bien, son mémoire de master avait attiré l'attention de Vannevar Bush, qui était le vice-président du MIT à l'époque où Shannon y était étudiant. Et Vannevar Bush était un monsieur tout à fait remarquable. C'était un ingénieur visionnaire et qui imaginait des machines qu'on n'était pas capable de réaliser en son temps. Mais c'était quelqu'un de remarquable, à spectre très large, qui était passionné par la transdisciplinarité et qui est devenu d'ailleurs conseiller scientifique du président Roosevelt. Et c'est donc à l'instigation de Vannevar Bush qu'il a entrepris cette thèse sur la génétique. Parce que Vannevar Bush était devenu, je ne sais plus si j'ai mis là son titre précis, en tout cas, il s'intéressait, Vannevar Bush s'intéressait à la génétique et même à l'eugénisme. Alors, naturellement, ça a été complètement discrédité après la guerre, mais à l'époque, c'était encore un sujet d'étude, disons, honorable. Et une autre personne qui a eu de l'influence sur Shannon, c'est Barbara Burks, qui était justement membre, ou je ne sais plus si elle était présidente, de la Société américaine d'eugénisme. Et il est possible que, d'ailleurs, l'idée de codage aléatoire ait été inspirée à Shannon par Darwin, puisqu'il a dû se mettre à la compréhension de la génétique. Alors, les États-Unis sont entrés en guerre peu de temps après l'achèvement de la thèse de Shannon, et il s'y préparait déjà pendant que Shannon y travaillait. Et Bush avait de hautes responsabilités dans l'effort de guerre, puisqu'il présidait un comité de technique pour améliorer, pour les innovations possibles en matière d'armement. Et alors, Shannon était entré au Bell Labs en 1941, et il a contribué à un système de défense antiaérienne qui a fait ses preuves. Alors, il était d'ailleurs en concurrence avec Norbert Wiener, qui avait imaginé un système plus satisfaisant d'un point de vue théorique, mais plus difficile à réaliser. Et en fait, c'est le système auquel Shannon avait participé qui a été réalisé et qui a fonctionné effectivement en limitant les pertes dues aux fusées allemandes. Eh bien,
Donc, en fait, l'orientation de Shannon vers la technique est due en grande partie à cet événement qui a été la guerre. Donc, la thèse sur la génétique n'a été qu'une parenthèse dans son œuvre. Alors, moi, je pense que... On est nettement avant la découverte de l'ADN, n'est-ce pas, à cette époque? Oui, absolument, tout à fait. Absolument. La génétique des populations. La génétique des populations, la génétique mendélienne. Alors, Sloan et Weiner ont publié des œuvres de Shannon, enfin un choix d'œuvres de Shannon, mais assez considérable, et ils ont demandé à des généticiens renommés ce qu'ils pensaient de la thèse de Shannon. Alors d'abord, ils ne la connaissaient pas, ils ne l'avaient jamais lue, et c'est Sloan et Weiner qui l'ont publiée pour la première fois 53 ans après la soutenance. Donc on peut dire qu'elle était complètement oubliée. Alors ces généticiens éminents ont dit oui, c'est très intéressant, il a retrouvé des tas de trucs qu'on connaissait, et puis il y a quand même quelques généralisations qu'il a apportées. Bon, ça ne les a pas épatés outre mesure, alors que Barbara Burks, qui était spécialisée, paraît-il, dans la génétique des génies, a dit, Shannon, c'est un génie, elle l'a comparé plutôt à Pascal, à 12 ans, réinventant la géométrie d'Euclide. Bon, je passe alors là, je vais aller très vite à ce qui a fait le triomphe de Shannon, c'est-à-dire Mathematical Theory of Communication. Et Shannon est donc ingénieur au Bell Labs, et cet article de 1948 est réimprimé l'année suivante avec une seule différence, dans le titre en tout cas, c'est que l'article modeste indéfini est remplacé par le moins modeste article défini. Et le succès du livre est à l'origine d'une mode incroyable qui suscite une littérature, j'ai écrit, qui est d'autant plus enthousiaste que ses auteurs en comprennent moins le propos. Et Shannon, en 1956, a donc écrit cet éditorial The Bandwagon, où il essayait de calmer un petit peu le zèle de ses admirateurs enthousiastes. Je reviendrai tout à l'heure d'ailleurs sur cette histoire de Weaver et de ce livre bizarre avec deux textes, avec deux auteurs différents, et on peut dire des styles complètement différents, et même des idées complètement différentes. Il y a donc eu un effet de mode de la théorie de l'information, et Peter Elias a traité la mode qui avait été suscitée par Shannon par l'ironie, en publiant un article qui s'appelle Two Famous Papers, où il feint de rendre compte de deux articles fictifs. Alors il y en a un qui est un tout petit problème, il s'agit d'un tout petit problème technique, mais avec un titre interminable. Et puis le deuxième qui m'intéresse davantage, c'est Information Theory, Photosynthesis and Religion. Bon, alors ce titre est inventé, mais il ressemble assez à beaucoup de titres de l'époque. Donc, pour beaucoup des tenants, en particulier des sciences humaines, eh bien, la théorie de l'information apparaissait comme une espèce de panacée qui permettait de parler de tout et de n'importe quoi. Et on peut se demander comment cette mode avait pu se développer. Alors, heureusement, la mode, c'est ce qui se démode. Mais on peut dire quand même que 68 ans après la publication de Shannon, la théorie de l'information reste méconnue du public et même de beaucoup de scientifiques des autres disciplines. Et on peut se demander pourquoi, puisque je prétends au moins qu'elle permettrait d'aborder de façon innovante bien des domaines de la biologie et de la physique. Et je crois que cette méconnaissance a une origine, c'est qu'une mise en garde de Shannon, qui a déjà été projetée plusieurs fois sur cet écran, a été méconnue. Voilà. Il dit la sémantique,
ce n'est pas notre domaine, je suis ingénieur, mon problème c'est de transporter un message d'un point à un autre, point final, mais ce que raconte le message ne me concerne pas. Alors, c'est dit d'une façon parfaitement claire. Visiblement, ça a été très, très bien pensé. Seulement, c'est un avertissement qui apparaît à la 8e ligne de l'article, qui n'est répété nulle part dans le reste, et qui n'est même pas rappelé. Et je pense que cette séparation posée entre l'information et la sémantique est absolument capitale. En effet, on peut dire que la communication s'effectue en deux étapes distinctes, littérale et sémantique, la première étant une condition préalable nécessaire à la deuxième. Donc, on a deux étapes, et la deuxième étape, c'est-à-dire sémantique, qui est absolument fondamentale, est exclue en réalité du problème de la communication littérale, et c'est le seul problème qui concerne l'ingénieur. Et on l'appelle, alors avec plus ou moins de succès, de raison, l'information. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Et je crois qu'il est impossible de comprendre la théorie de l'information si on n'a pas assimilé cette séparation qui est proprement fondatrice. Et bien entendu, tous les gens qui avaient une vague connaissance, qui avaient vaguement lu l'article de Shannon et peut-être surtout les commentaires de Weaver, n'avaient pas assimilé cette séparation fondatrice. Et je pense que les commentaires de Weaver fournissent un exemple d'incompréhension. Parce que Shannon nous dit qu'il y a le problème de la communication littérale, celui de l'ingénieur, d'une part, et le problème de la sémantique, ce sont deux problèmes séparés. Et Weaver, dans le même livre, dit oui, bien sûr, on sépare les deux fonctions, mais ne vous en faites pas, ça va s'arranger, on trouvera, enfin, etc. Il a essayé de minimiser l'importance de cette séparation, alors qu'à mon avis, c'est une séparation tranchée qui doit être absolument comprise. Et puis, cette publication-là offre aussi un texte d'ignorance, en ce sens que les biologistes, en particulier à partir de John Maynard Smith, récusent la théorie de l'information en disant « Eh bien, comme ils ne s'intéressent pas à la sémantique, nous, ça ne nous intéresse pas. » Et il faut avouer que beaucoup de biologistes répètent ça, seulement à tous les coups, ils parlent de la théorie de Shannon et Weaver. Or, Weaver n'était absolument pour rien dans la théorie de Shannon. Il s'est contenté de faire des commentaires dans un style extrêmement différent et des commentaires, enfin, qu'on peut penser relativement peu pertinents. Alors donc, je considère que quand je lis sous la plume de biologistes la théorie de Shannon et Weaver, eh bien, ça prouve qu'ils n'ont pas lu le livre au-delà de la page de couverture. Ceci dit, rejeter la théorie de l'information, c'est un avantage. C'est que ça évite une reconversion, parce que ce n'est pas très facile d'assimiler la théorie de l'information, surtout quand on a une formation de biologiste, et par conséquent, c'est un peu une solution de la paresse. Alors, j'en viens maintenant à un problème difficile, c'est la nécessité d'une acception scientifique du mot information. Bon, en physique, par exemple, on définit la masse, l'énergie, des choses comme ça. On a pris un mot du langage courant, l'énergie ou la masse, et puis on lui a donné un sens spécialisé, suffisamment restreint et précis pour être utilisable dans le discours scientifique. Seulement, le problème avec information, c'est que c'est un mot qui est devenu d'une extrême banalité. Et ça veut dire beaucoup de choses, mais essayons d'imaginer comment on peut expliquer, disons au public,
que la théorie de l'information, eh bien, néglige la sémantique, alors que, pour tout un chacun, eh bien, l'information, c'est de la sémantique. Les organes d'information, la presse, la télévision, tout ça, c'est de la sémantique, c'est évident. Autrement dit, a priori, il faut être capable d'imaginer que l'information aux sciences scientifiques n'a rien à voir, ou presque, avec ce qu'on appelle, dans le langage courant, l'information. Donc, à mon avis, c'est un énorme problème que de faire comprendre cette exclusion de la sémantique dans la théorie de l'information, qui pourtant est quelque chose de fondamental. Je dirais que, comme elle est définie par défaut, la sémantique, eh bien, fait penser au couteau de Lichtenberg, qui, comme chacun sait, n'avait pas de lame et il lui manquait le manche. Donc, question, comment, au début, c'était théorie de la communication, mais oui, tout à fait. Comment il y a eu le glissement sémantique entre excellent. La communication et théorie de l'information? Très bonne question. J'avoue d'ailleurs que je ne suis pas bien capable de répondre. C'est vrai que Shannon employait le mot communication, mais il est vite apparu que le contenu de son texte, c'était la théorie de l'information, puisque, par exemple, c'est en 1953, je crois, que les IRE Transactions on Information Theory ont été fondées, et ça s'appelait déjà théorie de l'information. Mais il y a là un problème. Ceci dit, je ne vois pas du tout comment on aurait pu appeler cette communication désincarnée qu'est l'information. Bon, donc eh bien, il y a une difficulté de vulgarisation qui est extraordinaire. Alors, par exemple, je crois que j'ai lu ça il y a très très longtemps dans des articles comme de Brillouin, mais certainement d'autres, le conférencier qui conclut en disant « Tout ce que je vous ai dit est faux, n'en tenez pas compte ». Est-ce que ça annihile l'information? Si la sémantique n'était pas exclue, oui, parce que la véracité, c'est un critère de la sémantique. Mais de l'instant qu'on laisse la sémantique de côté, ça n'a pas de sens. C'est la naïveté du monsieur qui dit « je l'ai lu dans le journal, donc c'est vrai ». Donc c'est un gros problème. Et puis, on emploie tout le monde, y compris les théoriciens de l'information, y compris des conférenciers de ce colloque, le mot « information » dans des sens qui ne sont pas forcément l'acception scientifique du mot. Alors, la carrière de Shannon, je vais pouvoir aller très vite parce que Olivier Rioul en a parlé, il l'a fait beaucoup mieux que moi avec des images, avec des tas de choses. Bon, moi je me contente de ce petit texte. Simplement... Puis je précise aussi, donc demain nous avons Bob Gallagher qui donnera le dernier exposé du colloque, qui a bien connu Shannon, qui a travaillé avec Shannon. Et qui insistera sur la personnalité de Shannon. Bon, donc effectivement, là je ne vais pas assister. Quand même une remarque. Cette remarque, c'est que Shannon, apparemment, s'est retiré très jeune. Alors Shannon était un amateur de jeux, et l'un de ses jeux, c'était des investissements financiers, et il avait fait fortune, ce qui fait qu'il ne dépendait plus financièrement du MIT, des Bell Labs d'abord, et ensuite du MIT, parce qu'il était devenu entre-temps professeur au MIT. Alors, une remarque qui tue, c'est que même s'il ne dépendait plus financièrement des Bell Labs, ils l'ont payé jusqu'à sa mort, alors même qu'il ne bossait plus pour eux. Ah, ça j'ignorais. C'est dans le... Ça c'est dans le bouquin The Idea Factory sur l'histoire des Bell Labs. Il mentionne que Shannon, même alors qu'il bossait plus au Bell Labs et qu'il était rentré au MIT, qu'il bossait pour lui, il avait gardé son bureau avec sa plaque et il était toujours payé par les Bell Labs jusqu'à sa mort. D'accord. Eh bien, merci beaucoup de cette précision. J'ignorais tout à fait. Alors, bon, j'essaierai peut-être de
de proposer une hypothèse sur la raison de ce retrait de Shannon. Shannon était un homme qui adorait jouer. Alors, il était joueur d'échecs. Il a été un des premiers à construire une machine pour jouer aux échecs. On l'a rencontré dans les couloirs du MIT, juché sur un monocycle et jonglant, ce qui est quand même assez dangereux. Et puis, il s'amusait à concevoir et à réaliser lui-même des machines pour jouer. Alors, vous en avez déjà entendu parler, la souris qui se promène dans un labyrinthe, un automate jongleur, une bicyclette à roues excentrées, enfin bref, le calculateur fonctionnant en chiffres romains, enfin tout ça, Olivier Rioul vous l'a exposé mieux que moi. Vous avez même eu la chance de voir ce que je n'avais jamais vu, la fameuse Ultimate Machine, c'est-à-dire la machine qui s'arrête elle-même. Enfin bon. Très bien. Alors, je vais parler de l'essentiel de la théorie de l'information, mais d'une façon extrêmement générale. Disons que c'est le minimum de théorie de l'information qui permettrait de démarrer des applications, par exemple en biologie. Alors, une communication littérale a pour intermédiaire obligé un message, c'est-à-dire une suite finie de symboles, un symbole étant un élément d'un ensemble donné. Et je me restreindrai au cas où l'alphabet est fini, et ça suffit pour mon propos. Mais naturellement, il existe des tas de généralisations. La communication littérale peut être schématisée par le paradigme de Shannon. Et voilà ma version du paradigme de Shannon, ça n'a rien d'original. Simplement, j'ai mis des codeurs et des décodeurs, code 1, code 2 et DEC 1 et DEC 2, qui réalisent d'une part le codage de source, c'est l'indice 1, et d'autre part le codage de canal, l'indice 2. Autrement dit, on a au départ une source, un canal, un destinataire, mais j'ai fait figurer des intermédiaires qui correspondent à des fonctions principales de la théorie de l'information. Alors, le codage de source transforme la source initiale en une source sans redondance et naturellement le décodeur fait la transformation inverse à l'autre bout. Et puis d'autre part, le canal est précédé et suivi d'un codeur de canal qui, idéalement, si les promesses, disons, du théorème fondamental sont tenues, eh bien, transforme cet ensemble codeur, canal, décodeur en un nouveau canal qui est sans erreur. Alors, on peut aussi normaliser les messages au point A et B, c'est-à-dire les suites de symboles qui y apparaissent, et par exemple en convenant que l'alphabet est binaire, et on appelle ça le message d'information. Alors, la théorie de l'information, donc, associe des grandeurs au bloc du paradigme de Shannon, l'entropie à la source, qu'on définit en fonction de la distribution de probabilité des messages, et puis la distribution de probabilité des erreurs qui permet de définir la capacité du canal. Bien sûr, ces grandeurs n'existent que sous des conditions de régularité, ils doivent être stationnaires, ergodiques, etc. Et le choix de la base des logarithmes, puisque l'entropie est une unité logarithmique, définit l'unité d'information, et Shannon l'avait appelée bit. Alors, je reviens sur ce qu'avait dit Olivier Rioul, c'est que, bon, d'une part, un chiffre binaire et une unité, c'est deux choses complètement différentes. C'est des entités incommensurables, donc
c'est assez curieux d'employer ce bit pour définir une unité. Et puis d'autre part, même si on admet qu'on a un chiffre binaire associé à une probabilité, il ne vaut l'unité d'information que sur la probabilité et de 1,5. Bon, or, en général, ce n'est pas le cas. En particulier, ce n'est pas le cas pour une très bonne raison, c'est que le bit, il n'est pas tout seul, mais il est précédé et suivi, c'est-à-dire qu'il appartient à un message, à une suite de symboles. Et dès l'instant qu'il y a de la redondance dans cette suite, eh bien, le bit, au sens de chiffre binaire particulier, dépend de ses collègues, et donc il n'a plus du tout une unité d'information, mais sa quantité d'information diminue. Et je suis tout à fait d'accord avec l'ISO pour appeler Shannon l'unité binaire d'information, et je pense en particulier que l'usage, qui continue d'ailleurs, du mot bit, eh bien, occulte la redondance. Or, vous allez voir dans ce qui suit que la redondance est quelque chose d'absolument fondamental. Avec quelle abréviation au lieu du petit b? Grand SH. Grand SH. Comme proposé par l'ISO. Bien, alors il y a deux théorèmes fondamentaux. Le codage de source qui dit que après codage de source, un message de longueur L ne peut pas être transformé en un message plus court que LH où H note l'entropie par symbole de la source qui engendre le message. Et puis, alors celui-là est un théorème relativement simple, mais le deuxième affirme paradoxalement, alors tout ça a été dit déjà dans cette conférence, qu'il est possible de transmettre sans erreur un message par un canal affecté d'erreur, mais seulement si l'entropie H de la source est inférieure à la capacité C du canal. Et en plus, il faut que sa longueur tende vers l'infini. Donc ce sont des conditions très précises et très restrictives. Et alors, la démonstration du second théorème a été faite avec l'idée assez extraordinaire du codage aléatoire, qui a consisté non pas à considérer un code, parce qu'on n'avait aucune idée, on ne savait pas si un code pris comme ça, enfin on n'avait pas de moyen de construire un bon code, donc on prend tous les codes possibles, et puis on regarde quelle est la probabilité d'erreur moyenne pour cet ensemble de codes. Et il se trouve que c'est plus facile, sur la moyenne de cet ensemble, de démontrer que la probabilité moyenne tend vers 0, la probabilité d'erreur moyenne tend vers 0 quand ces conditions sont remplies. Bon, alors là, une remarque que je n'ai pas lue souvent dans les livres, c'est que les notions de message et de bruit n'ont rien d'absolu. C'est-à-dire que ça dépend en fait de la finalité du destinataire. Bon, je prends un exemple. Je suis radioastronome, je m'intéresse à l'émission radioélectrique du Soleil. Si un satellite de communication passe dans le faisceau de mon antenne, eh bien, pour moi, c'est du bruit, bien qu'il soit destiné à communiquer avec des utilisateurs terrestres. Donc, il y a une espèce de symétrie entre les messages et les bruits. C'est juste l'usage qu'on en fait qui les distingue. Alors, je reviens encore sur ce problème tellement épineux de la relation entre l'information au sens technique et la sémantique. Pour moi, l'information désincarnée, encore une fois, telle que Shannon l'a définie, ou ne l'a pas définie, mais enfin telle qu'on peut l'imaginer, cette information désincarnée apparaît comme un contenant. On peut représenter tous les messages d'information possibles par un arbre, et on peut dire que un chemin dans un arbre, eh bien, c'est un message d'information, et puis que c'est cela qui représente les informations au sens technique du terme.
Et on peut imaginer munir cet arbre de sémantique en associant à chacun des nœuds une question dichotomique, et suivant la réponse à la question, on choisit une branche ou une autre, et puis on se retrouve au nœud suivant avec également une autre question dichotomique et la possibilité de s'orienter vers une branche ou l'autre. Alors, là j'ai donné un exemple, je crois qu'on en a déjà parlé, un code de source irréductible, c'est-à-dire qu'on suppose que on efface une partie de l'arbre au-delà d'un certain nœud, et comme ça on obtient un répertoire de mots, un code, dont aucun n'est le préfixe des autres. Et c'est très agréable parce que ça permet de découper un long message en blocs courts et de longueur variable. Bon, par exemple, là, on aurait le code, on pourrait associer à 5 symboles du message les mots 0, 1, 0, etc. Et si on a classé les symboles par ordre de probabilité décroissante, les symboles de la source, eh bien, on obtient comme ça le message codé le plus court possible. Alors, une remarque, c'est que ce type de correspondance, c'est ce que les biologistes appellent des codes. Par exemple, le code génétique, eh bien, c'est une certaine correspondance entre l'ensemble des codons, des triplets de nucléotides, et un ensemble de 20 acides aminés. Bien, alors je vais passer maintenant à quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les codes correcteurs d'erreur. Alors, un code binaire correcteur d'erreur CNK, bon, c'est parmi l'ensemble des 2 puissance n suites binaires de longueur n, c'est un sous-ensemble qui comporte 2 puissance k éléments. Donc, on a des mots dans le code qui sont trop longs et on dit que le code est redondant. Il est plus long que ce qui suffirait strictement. Alors l'intérêt de la chose, c'est que si un mot appartenant à ce code est émis, eh bien, on peut s'être débrouillé pour que le code ait une distance entre les suites plus grande que 2. Et si le nombre d'erreurs qui s'est produite est plus petit que d sur 2, eh bien, on sait d'une façon sûre quel est le mot qui a été émis, bien qu'il y ait eu des erreurs dans la transmission. Et c'est le principe général de la correction d'erreurs. Je vais employer un mot un petit peu différent, celui de régénération, c'est-à-dire que, malgré l'occurrence des erreurs, le mot effectivement émis, donc si cette condition de t plus petit que d sur 2 est remplie, eh bien, donc je peux identifier à coup sûr le mot qui avait été émis, et je peux le réémettre sans les erreurs. Donc ça permet une régénération qui ne m'oblige pas forcément à décoder complètement. Alors, Shannon a démontré son théorème. Seulement, le décodage d'un code choisi au hasard serait d'une complexité absolument impossible, et ça ne marche pas comme ça. Donc, la raison de l'efficacité d'un code doit être trouvée ailleurs, et je pense que le mot-clé, c'est le mot contrainte. Il faut que les mots du code soient définis par des contraintes, et que ces contraintes permettent un décodage. Et on peut dire que la raison de l'efficacité d'un code correcteur, eh bien, c'est sa dilution. C'est-à-dire que les mots du code doivent être suffisamment éloignés les uns des autres. On a vu que les performances du code dépendaient de la distance minimale. Assez éloignés les uns des autres pour que cette distance soit la plus grande possible. Et si un code est très redondant, ben ça signifie que chacun des symboles du message contient extrêmement peu d'informations, et en quelque sorte que l'information est cachée.
sans qu'il y ait une volonté de cryptographie. Simplement, l'information est diluée dans une masse considérable de mots. Alors, je reviens maintenant à ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'information pour refonder la biologie. Et j'ai remarqué que mon parcours ressemblait à celui de Shannon au MIT, puisque je suis passé de la technique que j'étais censé enseigner à l'école des télécoms à la génétique. Bon, donc j'étais libre d'y consacrer mon temps, je n'avais pas de besoins expérimentaux puisque c'était un travail purement théorique. La seule vraie théorie en biologie, c'est celle de l'évolution darwinienne, mais qui a été réécrite en termes de génétique moléculaire. Depuis qu'on connaît la structure de l'ADN, évidemment, on a pu réécrire la théorie de l'évolution. Et l'hérédité y joue un rôle central, puisque le génome, le texte qui est écrit dans l'ADN, se transmet à travers les générations. Seulement, les biologistes prétendent que l'hérédité est le résultat simplement de la copie des génomes. Ils savent comment ça marche, les deux brins de l'ADN qui se séparent, enfin, etc. Malheureusement, c'est une explication qui, à mon avis, n'est absolument pas recevable. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, on sait qu'à l'échelle moléculaire en particulier, on sait depuis Boltzmann que le monde est fortement chaotique. Et on peut se demander comment l'ADN, qui est un objet quantique, pourrait rester identique ou à peu près identique à lui-même pendant quelques centaines de millions d'années. Ça paraît vraiment très extraordinaire. Et que par ailleurs, à l'échelle même d'une vie humaine, on observe des mutations. Bon, s'il y avait des mutations comme ils sont produits sur les phénotypes, c'est-à-dire les êtres vivants, eh bien, il y a longtemps que l'ADN aurait été effacé, enfin, aurait été pourri, disons, par des erreurs. Et le seul moyen de résoudre ça, c'est de supposer que les génomes sont munis de codes correcteurs d'erreurs qui sont employés exclusivement ou principalement dans les cellules germinales. Alors, il faut admettre pour ça que les fameuses contraintes dont je parlais tout à l'heure ne sont pas forcément des contraintes mathématiques comme les créent les ingénieurs, mais peuvent être des contraintes quelconques, par exemple stériques, dues à la position des molécules les unes par rapport aux autres, ou des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est une généralisation nécessaire des codes correcteurs à des contraintes non mathématiques, et je les appellerai les codes souples. Alors, il faut d'abord se souvenir que les codes correcteurs fonctionnent grâce à la redondance. Et on peut se dire, mais est-ce que les génomes sont redondants ? Eh bien oui. En effet, les nucléotides, ce sont les caractères dont sont composés les génomes. Ils sont au nombre de 4, ce qui fait qu'un génome de longueur n appartient à un ensemble de 4 puissance n éléments. Donc, il y a autant de molécules d'ADN formées de 133 nucléotides que d'atomes dans l'univers visible, ce qui fait pas mal. Mais, si vous regardez les plus petits génomes connus, ils font beaucoup plus que ça, puisqu'ils font à peu près 1000. Ce sont des génomes de virus. Et puis, si vous regardez les génomes des animaux, des plantes, etc., des bactéries d'abord, et puis des animaux et des plantes, eh bien, vous multipliez ce nombre par 1000, par 1 million, et même par quelques milliards. Autrement dit, ce sont des nombres de combinaisons possibles absolument gigantesques, et je pense qu'il est absurde d'imaginer que ça sert à quelque chose, sinon justement à fournir de la redondance. Alors,
Oui, la notion de code souple, j'ai déjà dit à peu près comment je voyais ça. Les contraintes qui sont soit physico-chimiques et principalement stériques, soit linguistiques. Pourquoi linguistiques? Eh bien parce que un gène, par exemple, indique comment quelque chose, comment une protéine doit être constituée. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait aussi une syntaxe. Et il se trouve que les contraintes sont des contraintes cumulatives, puisque vous avez des contraintes stériques au niveau de l'ADN, vous en avez au niveau des chaînes polypeptidiques qui sont créées par la lecture des gènes, et puis vous avez également des contraintes syntaxiques. Et toutes ces contraintes sont cumulatives. Voilà. Alors, je fais remarquer que le langage humain, lui aussi, peut être interprété de la même façon. Il y a des quantités de contraintes morphologiques et grammaticales. Et par conséquent, que le langage humain, c'est lui aussi un code correcteur d'erreurs extrêmement puissant. Et qu'en fait, nous pratiquons la correction d'erreurs comme M. Jourdain faisait de la prose. Et donc l'idée, c'est qu'on a des codes qui s'emboîtent. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier codage qui a été suivi d'un deuxième, d'un troisième, etc. Et il y a une raison d'ailleurs pour laquelle on est obligé d'admettre qu'il existe des codes correcteurs, c'est qu'on a des parties de génome, comme les gènes HOX, qui sont des gènes extrêmement importants, qui déterminent le plan d'organisation des êtres vivants, qui sont communs, eh bien, par exemple, aux mouches et aux hommes, qui ont divergé il y a au moins, je sais pas, un peu plus de 500 millions d'années. Donc, s'il n'y avait pas de code correcteur d'erreur, eh bien, les erreurs étant cumulatives, les plus anciens génomes seraient aussi les plus altérés. Or, c'est exactement le contraire qui est vrai. Alors, je vais représenter ça avec un petit dessin. Je représente, j'ai une première information que j'appelle I1. Je la code par un code C1 qui est représenté par un mur qui protège I1. J'ajoute une deuxième information I2 et puis je la protège également par un mur. Je rajoute encore une information, je mets encore un mur, puis on s'arrête là quand même, et je mets une quatrième information parce que, eh bien, il y a probablement des informations qui échappent pour expliquer les différences individuelles. Mais enfin, ça représente une petite fraction de l'ensemble des gènes. Bon, alors cette métaphore est un petit peu fallacieuse. Je le représente par un mur fermé, alors que j'ai dit que les codes devaient leur efficacité à la dilution. C'est exactement le contraire. Mais enfin, je pense quand même que ça donne une idée assez précise. Alors, j'ai donc fait l'hypothèse que les génomes étaient codés de cette façon-là, et si on regarde quelles sont les conséquences de cette hypothèse, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de propriétés du vivant qui sont souvent des propriétés absolument banales que la biologie n'explique pas, et qu'on trouve, par exemple, pourquoi l'existence de générations successives? Eh bien, parce que le code génétique, il est très redondant, mais ce sont des messages finis. Donc, au-delà d'un certain point, la limite au-delà de laquelle le code continue à corriger les erreurs est atteinte et dépassée. Donc, il faut régénérer de temps en temps le génome et
on pense immédiatement aux générations successives qui permettent de redémarrer des êtres vivants avec un génome qui a été débarrassé des erreurs qui sont produites. L'appartenance de tout être vivant à une espèce discrète. Ben oui, les espèces, on sait depuis von Linné que les espèces sont ordonnées suivant une taxonomie hiérarchique. Ben, c'est exactement ce qu'on voit dans mon petit schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des codes qui s'emboîtent les uns dans les autres, et ça conduit bien, a priori, à une taxonomie hiérarchique. Et même la tendance de l'évolution vers une complexité croissante, parce que l'allongement des génomes peut augmenter le pouvoir de correction, et par conséquent, c'est un avantage sélectif. Donc, voilà quelques bonnes raisons pour lesquelles l'hypothèse des génomes avec des codes correcteurs de la forme que j'ai dite, c'est-à-dire emboîtés, eh bien, peut apporter des explications dans des propriétés de la vie qui sont absolument banales. Et là, je vais vous raconter mon pire échec. C'est le prix Nobel de chimie 2015. Le prix Nobel a été... c'était le prix Nobel de chimie, alors il a été décerné à des chimistes. Ces chimistes, ils sont intéressés justement à la manière dont se réparait l'ADN. Seulement, je prétends que le problème, c'est un problème de théorie de l'information et pas du tout un problème de chimie. Et que attribuer le prix Nobel de chimie à des gens qui sont intéressés à la réparation de l'ADN, eh bien, c'est à peu près comme attribuer le Nobel de littérature à un typographe. J'ai rien contre les typographes. Alors, oui. Alors j'en viens maintenant, et vous m'en excuserez, à des points un petit peu plus philosophiques. D'accord. C'est que l'information, en fait, est une abstraction. Alors je m'inscris complètement en faux contre un monsieur dont on a parlé récemment, qui est Landauer. Landauer a écrit des articles disant « Information is physical ». Eh bien, je n'en crois rien, pour une excellente raison. C'est qu'une information, je la définis comme une classe d'équivalence, et par exemple, par rapport à tous les changements d'alphabet possibles, et par rapport à tous les codages possibles. Alors, par exemple, la suite de symboles Shannon, transformée par le code ASCII, devient la suite qui est en bas. Bon, ce sont deux choses quand même assez différentes, et c'est de toute évidence la même information. Donc, pour moi, l'information, c'est une entité abstraite. Mais elle a cette propriété qu'elle est nécessairement écrite sur un symbole physique. Autrement dit, l'information est une entité abstraite écrite sur un support physique et peut constituer par conséquent un pont entre l'abstrait et le concret. Donc, une suite de symboles représente une information et l'information est conservée grâce à la présence de codes correcteurs dans les génomes. Bien entendu, il faut que la régénération soit faite au bout d'un temps qui n'est pas trop long, sinon ça ne marche pas. Et je pense même que la vie, en fait, résulte du jeu de l'information et de la matière, c'est-à-dire que, d'une part, le chaos à l'échelle moléculaire agit sur l'information en tendant à dégrader les suites de symboles, mais l'information agit sur la partie du monde physique où elle réside en instruisant l'assemblage d'objets matériels qui sont des molécules et qui permettent d'assembler des objets qui peuplent le monde vivant.
Et ceci permet aussi de comprendre ce qu'est le monde vivant par rapport à l'ensemble du monde physique. C'est la partie du monde physique où l'information joue un rôle. Donc, j'en viens à ma conclusion. Shannon a eu le très rare mérite de découvrir une entité fondamentale qui est l'information. Et il y est parvenu en observant des phénomènes naturels, et non pas en observant des phénomènes naturels, mais en analysant une activité humaine, c'est-à-dire la technique des communications. Je pense que l'information n'est pas moins nécessaire pour décrire et comprendre le monde que la matière et l'énergie, mais que son importance n'est pas reconnue et ne pourra l'être qu'au prix d'un effort de vulgarisation dirigé vers les tenants des sciences de la nature, et en particulier les biologistes. Simplement, il y a cette difficulté énorme d'assimiler cette notion d'information en quelque sorte désincarnée. Et je pense que convaincre les biologistes qu'ils tireront des bénéfices de la théorie de l'information pour refonder leur discipline est une condition nécessaire de ces futurs progrès. Voilà, j'ai donc terminé l'essentiel de mon exposé. Voici la liste des principales références dont je me suis servi. En particulier, je ne sais pas si le livre de Jérôme Segal est tellement connu, mais c'est un livre remarquable, écrit par un historien, et vraiment qui est extrêmement intéressant pour naviguer, disons, dans l'époque où travaillait Shannon. Et puis je cite quand même mon livre Information and Life, paru chez Springer. Voilà, bien il me reste à remercier les quelques biologistes qui sont intéressés à mes travaux. Pardon ? Bon, Vittorio Luzzati, qui était le seul biologiste avec qui j'ai réussi à parler, à nouer des liens d'amitié, qui malheureusement est décédé en juin dernier. Marcello Barbieri, qui est, alors lui, c'est un vrai biologiste, et qui a écrit, je crois que c'est en 2003, un livre qui s'appelle Organic Codes, au moment précis où moi-même j'arrivais à cette idée de code correcteur emboîté. Alors les codes de Barbieri, ça n'a rien à voir avec les codes des ingénieurs, mais on peut montrer qu'en réalité, eh bien, ça fonctionne de la même façon, et je crois donc qu'il y a une convergence assez extraordinaire. Et puis également, Donald Fosdyke, qui est un chercheur canadien, un biologiste et historien de la biologie, qui, je crois, est le premier à avoir émis l'hypothèse qu'il existait des codes correcteurs génomiques. Voilà, et puis je suis reconnaissant, bien sûr, aux organisateurs du colloque, et je vous remercie de votre attention. C'est mon privilège, je me permets de poser la première question. Je t'en prie. L'information est définie comme un logarithme de probabilité ou son inverse, c'est-à-dire qu'elle est en général réelle. Or, tout ce que l'on trouve comme cas pratique, y compris en biologie avec l'ADN, fait apparaître une information digitale. Pourquoi est-ce qu'en pratique l'information doit-elle être digitale ? Et bien sûr dans les communications, dans les télécommunications, dans l'informatique, mais même en biologie, tout ce qui porte, enfin l'alphabet est fini, oui. Et, alors que la probabilité, comme l'information de Shannon, elle est réelle. Attends, là je comprends mal, parce que si tu définis l'information comme le logarithme Mais non, je ne définis pas. Ça, c'est l'entropie. C'est l'entropie que je définis. C'est les grandeurs de la théorie de l'information. J'associe des grandeurs réelles à des objets qui sont discrets, qui sont des symboles de mon alphabet. Oui, mais bon, on introduit souvent l'information comme l'inverse, enfin, le logarithme de l'inverse de la probabilité d'apparition. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, tu n'es pas d'accord. Enfin, toujours est-il. Voilà, je résume, je reprends ma question. Elle va être simple. L'information doit-elle être toujours digitale ? Vaste question. Bon, moi je crois, enfin, en tout cas, dans ce cas précis, c'est évident, hein, puisqu'il y a les 4 nucléotides, et puis bon. Alors, est-ce que c'est absolument général ? Honnêtement, je ne peux pas répondre, hein, je n'en sais rien. Mais j'ai tendance à le croire. En tout cas,
une information pérenne, ce qui est le cas des génomes, ben, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que des codes correcteurs. Parce que si tu introduis des approximations même minimes, eh ben, ça va croître et embellir. Et donc, enfin, moi, je pense que la réponse est oui, hein, que c'est discret. Hein. Mais enfin, peut-être pas, il y a peut-être des exceptions. Donc, en fait, je vais arrêter là la discussion un peu philosophique, là, mais, oui, mais... ça veut dire le monde, enfin la vie en tout cas, elle a été définie digitalement il y a 1 ou 2 milliards d'années. Un peu plus que ça. Oui. 3 milliards et demi au moins. Mais digitalement. Ben, semble-t-il, enfin, oui. Donc le numérique ne devrait pas être une surprise. Non. Bon, d'abord, juste une petite boutade sur l'attaque rigolote contre les prix Nobel de chimie, les typographes. On peut être plus gentil en disant que c'est comme récompenser Gutenberg, hein, avant de penser à récompenser le grand écrivain. C'est vrai, j'ai été méchant, je reconnais. Parce que si on se met à dos à la fois les physiciens, parce qu'ils croient que c'est de l'énergie, les biologistes, parce qu'ils n'ont pas compris que c'est dans les codes correcteurs d'erreur, et les chimistes, ça fait un peu trop. Il faut quand même se trouver un allié quelque part. Et je prétends faire la même chose aussi avec les physiciens, mais ça reste dans mes cartons. Bon. Alors, une petite remarque. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un colloque de Cerisy où le thème c'était sciences de l'information, sciences de la vie. D'ailleurs, Fage était là aussi, et c'était étonnant de voir que les biologistes qui étaient présents avaient beaucoup moins de certitude que ceux avec qui on pouvait discuter il y a 20 ans, disons, sur comment marche le vivant, quelles sont les définitions et quels sont les concepts. Et par exemple, et les philosophes nous ont embêtés plein de fois avec ça, comment vous définissez une espèce, les biologistes disaient on ne sait pas définir une espèce, aucune définition ne fonctionne. Sur toutes les questions, genre système immunitaire et tout ça, ils disaient que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait cru, que c'était plein de probabilités, d'optimisation stochastique et tout ça. Ben oui. Bon, alors, j'y étais pas à ce colloque de Cerisy, pour une très bonne raison, on ne m'a pas invité. Bon. On aurait dû, mais il y aura des beaux actes et tout ça, et on sera super heureux d'avoir tes réactions. Bien. Oui, je fais partie des organisateurs du colloque et je regrette de ne pas vous avoir connu avant parce que vraiment, à mon avis, vous êtes en route pour le Nobel. Hein. Ah non, pas du tout. Alors, ça, rassurez-vous. Mais il n'y a pas de Nobel. Il n'y a pas de Nobel de biologie théorique. Ah, de littérature, oui, pourquoi pas. Je voudrais vous poser une petite question qui est relative à Shannon. Oui. Donc j'étais impressionné par la date de 1957, parce qu'en 1958, Maurice Papot a convaincu IBM de faire un laboratoire à Lagode, à côté de Nice, dédié à la communication par téléphone entre ordinateurs. Et il a embauché Gorog, qui venait de faire sa thèse chez Kunstmann, pour faire des codes correcteurs d'erreurs. Et Label Téléphone est une compagnie de téléphone. Apparemment, qui ne s'était pas posé ce problème de communication entre ordinateurs, puisque c'est en France qu'on l'a posé pour la première fois, mais pour le compte d'IBM. Donc, est-ce que vous voyez un lien entre le travail de Shannon et cette opération qui a démarré en 1958-59 ? Moi, je l'ai visité en 1963. Qui est la communication entre ordinateurs par téléphone, étant entendu que les lignes téléphoniques avaient pas mal de fritures. Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait une relation très directe, parce que ce que Shannon a fait avec son fameux théorème, le deuxième théorème, c'est de montrer la possibilité de la correction d'erreurs. Seulement, les travaux sur la correction d'erreurs, ça a pris des décennies, puisque on peut dire, enfin, un aboutissement, ça a été l'invention des turbocodes, c'était quand même plus de 40 ans après. Donc, et c'est passé par des chemins invraisemblables, enfin, les gens ont essayé d'imaginer des codes algébriques, des choses très très compliquées.
qui marchait, qui était très difficile à réaliser. Le décodage restait un problème extrêmement dur. Enfin, bref, ça n'a pas été vraiment une partie de plaisir. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Claude. Oui, moi je n'étais pas un expert en codage. Non, ben voilà, c'est ça, c'est ton avantage. Et c'est pour ça que tu as gagné. Oui. Bon, enfin, je vous dis, hein, mais c'est vraiment une impression tout à fait personnelle, et je peux me tromper. Hein. J'ai une petite question sur la relation avec d'autres travaux qu'ils sont faits récemment aux États-Unis. Enfin, moi, je suis au courant des travaux de David C. qui avait fait une présentation à Télécom Paris Tech, où tu étais professeur, sur le séquençage ADN. Tu es au courant de ces travaux? Non. Donc apparemment, c'est fortement relié. Non, mais sûrement. Mais tu sais, bon, je suis en retraite, et un des problèmes que j'ai, c'est précisément de me tenir au courant. Parce que je ne peux pas être abonné à des revues scientifiques comme l'est un établissement d'enseignement. Donc, je vais pêcher un peu à droite et à gauche. On trouve ça sur le web assez facilement. Oui, non, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas très facile à... Donc, David C. sur le séquençage ADN fait des choses très très intéressantes. Oui, bien sûr. Pardon. Je n'avais pas beaucoup compris, en effet, votre critique de Landauer. À la fin, quand vous dites l'information est essentiellement abstraite et pas physique, c'est un pont entre l'abstrait et le physique, mais à la fin, comment est-ce que vous comprenez l'abstrait là? Je pense que c'est très facile de tomber sur une sorte de platonisme. Et personnellement, je ne pense pas qu'il y a un truc qui est dehors de la physique. Disons, tout ce que vous appelez abstrait, de toute façon, correspondent à des opérations mentales. Et les opérations mentales se passent sur un support physique. Donc à la fin... je ne sais pas, je n'avais pas beaucoup compris votre critique parce que c'était un peu dans deux lignes, mais je pense qu'en effet, c'est une critique super importante. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment capté votre argument. Écoutez, je ne sais pas, mais enfin, si vous demandez à Claude s'il n'y a pas un support physique à la pensée, je crois qu'il vous répondra oui. Oui, bien sûr. Hein? Oui, mais donc, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites je ne crois pas à Landauer quand il dit que l'information est physique? Parce que vous avez dit ça. Vous avez dit, Landauer dit l'information est physique, et moi, je n'y crois pas. Donc pourquoi vous ne croyez pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris ce que vous disiez. Ta critique de Landauer. Ah, de Landauer. Ah, d'accord. Non, que l'information est une entité qui est, d'une part, abstraite, parce que c'est une classe d'équivalence, mais d'autre part qui n'existe que sur un support physique. Ce n'est pas incompatible, mais ça ne dit pas que l'information est physique. C'est une entité abstraite inscrite sur un support physique. Oui, mais pour vous, qu'est-ce que c'est une entité abstraite? C'est quoi comment est-ce qu'on fait de la science sur les entités abstraites? C'est quoi? C'est les mondes des idées platoniques? C'est ça que... Non, absolument pas. Pour moi, une abstraction, par exemple, c'est une classe d'équivalence. Vous considérez l'ensemble des alphabets possibles et des codes appliqués à, disons, un même message d'information. C'est une entité abstraite. Je sais pas. Non, enfin, je pense qu'il faut faire de la philosophie et mathématiques. Non, je pense que toute cette question de l'abstrait et du concret est faussée. On admet, tout le monde admet, par exemple, qu'il existe des nombres qui sont quand même des entités abstraites dans des équations de la physique. Bon, des nombres 1, 2, 3 ou pi ou des choses comme ça. Bon, ça n'étonne personne. Oui, mais ça reste de la physique, non? Ça, même si on utilise les nombres complexes en physique, de toute façon, après, tout est interprété de façon physique. On n'est pas dehors de la physique. Justement, il y a des abstractions qui sont des abstractions mathématiques, mais ça ne veut pas dire qu'on sorte de la physique. Disons, des équations décrivent la physique. D'accord. Moi, je veux bien, mais écoutez,
ça serait un sujet philosophique extrêmement complexe que de discuter de ça. Mais je pense quand même, enfin pour moi, disons, je pense que dire que l'information est physique, eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur parce que elle n'est pas que physique. Elle a une inscription physique obligatoire, mais c'est autre chose. Bon, maintenant, je ne crois pas être platonicien particulièrement. Oui, j'avais une question sur une diapositive. Donc, est-ce qu'on peut revenir à celle de l'hypothèse que les génomes sont munis de codes correcteurs? Oui. Ah oui. Alors, attendez, il faut repêcher le... Voilà. Bon, allez, je vais au dernier. Voilà. Et puis la suite. Comment? Le prochain diapo. Celle d'après. Celle d'après. Oui, donc la troisième, c'est la tendance de l'évolution vers une complexité croissante parce que l'allongement des génomes augmente le pouvoir de correction, qui est un avantage sélectif. Moi, je dirais plutôt que l'allongement des génomes nécessite le pouvoir de correction. Et peut-être pour illustrer ça, imaginons des bactéries, une petite colonie de bactéries. Pour eux, il est très important justement d'explorer les séquences et de s'adapter à leur environnement. Si on a un E. coli qui a une machinerie de codage parfaite, qui ne fait pas d'erreur, qui ne va pas s'adapter, il va mourir dans cette compétition. Tandis que oui, si on devient un organisme de plus en plus complexe, on peut beaucoup moins se permettre de faire des erreurs. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous dites que ici, c'est plutôt nécessite que augmente. Donc ici, vous dites que si on va vers une complexité augmente croissante... le pouvoir de correction. Ah, si. Oui, de toute façon. Alors, il existe, ça c'est connu, des mécanismes biologiques d'allongement des génomes. Ça s'appelle en général le transfert horizontal. C'est, par exemple, dans certains cas, ça se produit. Enfin, c'est pas quelque chose de complètement farfelu. Non, je suis d'accord avec ça, mais il y a quand même le trade-off entre, d'un côté, oui, il faut avoir une copie assez fidèle, mais en même temps, il faut suffisamment de mutations pour explorer, pour s'adapter. Oui. Et ici, justement, seulement de dire qu'il y a un avantage sélectif à plus de corrections, moi, je dis que ça devient valable si, en même temps, on est en train d'allonger soi-même. D'accord. Donc, pour un E. coli qui reste de taille fixe, il n'y a pas d'avantage sélectif. Je crois que vous avez raison, effectivement. C'est-à-dire, d'ailleurs, le monde des bactéries est quand même très différent. Et il est beaucoup plus mobile, beaucoup plus divers et beaucoup plus instable, en un sens, que le monde, par exemple, des animaux ou des plantes. Oui, du coup, je pense que je suis en désaccord, mais je pense qu'à cause des échelles de temps, c'est plutôt nécessite que augmente. Mais ouais, bon. D'accord. Il y a une autre conclusion dans la suite de votre remarque, c'est que plus le nombre de codes correcteurs s'emboîte, plus les distances minimales entre génomes... Ah, tout à fait. Entre génomes... comment dire, qui puissent vivre, donc sans mutation létale, les distances minimales augmentent. Exactement. C'est-à-dire que les mutations dans nos organismes à nous, si elles ne sont pas létales, provoquent des changements brutaux, parce que la distance minimale est importante. Voilà. Je pense notamment aux maladies, etc. Alors que chez les bactéries, avec un ou deux codes, les distances minimales ne sont pas très élevées, et là, ça peut bouger, c'est pas létal, ça mute et ça survit. D'accord. Oui, alors pour dire les choses un petit peu autrement, je pense que le monde serait peuplé de chimères s'il n'y avait pas de code correcteur. Et qu'en fait, ce qui donne naissance aux espèces, ce sont des erreurs de décodage qui sont rares, et qui sont conservés à cause précisément des propriétés des codes de corriger les erreurs.
Prosper. Merci pour l'intervention. En fait, je voulais revenir à ce que vous avez dit un peu au début sur quelque chose qui était marquant sur la théorie de Shannon, qui était sur la désincarnation, ce que vous avez appelé la désincarnation finalement de l'information. Oui. Et en fait, finalement, ça a un côté réducteur, puisque en fait, cette théorie, finalement, elle va donner du poids pour la transmission d'informations, quels que soient les bits. Donc c'est quelque chose de complètement, je vais dire, comme vous avez dit, non incarné. Mais les communications, même si elles n'ont pas de l'information au sens que des chaînes d'information télé, aujourd'hui les télécommunications ou les communications entre ordinateurs ont une information, c'est-à-dire qu'elles servent des services. Et ces services n'ont pas obligatoirement les mêmes contraintes, c'est-à-dire il peut y avoir des aspects de voix qui ont besoin d'une latence très faible, ou d'autres aspects qui sont simplement des transferts de fichiers ou de diffusion de vidéos. Et du coup, le simple fait de dire que ça reste, c'est simplement sur du transfert de bits, ça enlève un peu de la puissance finalement à ce qu'on recherche, c'est-à-dire de fournir le meilleur service pour des communications qui sont bien sûr traduites par des 0 et des 1, mais qui ont finalement une sémantique bien particulière. En fait, je me disais, après avoir entendu Cédric Villani, de me dire, finalement, ceux qui doivent être heureux de la théorie de Shannon, c'est les régulateurs. Quand on parle de la neutralité de réseau, où on ne veut pas distinguer finalement quels sont les différents flux qui peuvent exister dans un réseau, on se traduit à vouloir nous transférer et à donner le même poids à tous les bits, quels qu'ils soient. D'accord, oui, oui. Oui, merci pour cette remarque, c'est très intéressant, effectivement. Tiens. Merci. Oui, à titre d'information sur la question « Le monde est-il digital ou est-il continu ?», se renvoyer au colloque de Cerisy qui s'appelait « Le labyrinthe du continu ». Alors, ça se trouve, il faut demander ça à Slansky, parce que qui est le secrétaire du colloque. Hein. Et là, on voit que pour fabriquer du continu, il faut du digital. Merci. Et ça se mord la queue. Ça ne m'étonne pas. Une dernière question. Bonjour. Il y a 2 ou 3 remarques, surtout des références peut-être, mais vous avez parlé de Maynard Smith et le fait qu'il n'a pas vraiment entré dans la vraie théorie de l'information. Mais en fait, dans la biologie théorique, il y a des articles plus récents. Donc, je connais un, Michael Lachman et Carl Bergström, où ils étudient ce qu'ils appellent la valeur de l'information, c'est-à-dire comment dans l'évolution les espèces, les organismes acquis des informations de l'environnement, donc il y a un aspect sémantique, et quelle est la valeur. Et en fait, ils sont allés jusqu'à utiliser le dernier chapitre du livre de Cover, c'est Log Optimal Portfolios, où il parle des courses à chevaux et quelle stratégie de pari il faut utiliser. Et donc, en fait, les gens au début, ils regardaient comment l'organisme s'adapte sur une génération, d'une génération à l'autre. Mais en fait, la clé, c'est si on regarde sur un asymptotique de très grand nombre de générations, on voit que c'est l'exposante Lyapunov ou quoi qui compte. Ce n'est pas le coefficient devant l'exponentiel qui compte. Si tu regardes une génération, c'est le coefficient devant l'exponentiel que tu maximises. Mais si tu regardes sur un asymptotique d'un grand nombre de générations, c'est l'exposante que tu optimises. Et ça donne que la valeur de l'information à l'organisme sera égale à la Shannon Information. Donc, il y a l'article de Lachman et Bergström, il y a un autre article aussi, je crois, qui est sorti vers 2008-2009, en même temps, qui raconte ça. Et je voulais juste ajouter une ou 2 références. Il y a, pour la question générale sur le refus de la biologie d'utiliser la mathématique, des concepts mathématiques,
il y a un bel livre de Evelyn Fox Keller. Et elle fait une historique qui remonte au début du XXe siècle. Il y a la discussion Darcy Thompson, Growth and Form, des choses comme ça. Même avant ça, il y avait un Français qui regardait la cristallisation et faisait l'analogie avec les processus biologiques. Mais elle raconte comment la biologie n'a pas voulu accepter les approches plus conceptuelles, plus mathématiques. Mais elle arrive jusqu'à 2000, je crois que le livre c'est de 2000, peut-être quelque chose comme Meaning of Life, le titre, mais je ne me rappelle pas. Et elle était en physique mathématique, après elle a passé à la biologie, donc elle connaît bien les deux domaines. Et je crois qu'elle est prof à MIT maintenant, mais plutôt histoire de sciences. Et un autre truc sur la question, le lien entre le support physique de l'information et la notion abstraite d'information. Il y a le débat entre Alan Kahn et Jean-Pierre Changeux qui date de 2000, où on voit bien le manque de compréhension entre les mathématiciens et les biologistes en tout cas. Et chacun défend son position, mais il n'arrive pas à vraiment synthétiser. Mais c'est intéressant parce qu'il prend les positions que vous avez prises à peu près. Il faut d'abord la physique ou si ça peut exister comme entité abstraite. Mais bon. Merci beaucoup. Remercions une dernière fois les conférenciers et bonne soirée.